Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à notre premier rendez-vous du Pacte qui est consacré aux enjeux de la digitalisation de la formation en période de crise sanitaire et après. Je suis Magali Bibard, directrice du Greffe Bretagne. J'aurai le plaisir de co-animer cette conférence aujourd'hui avec Sylvie Rochard, la chargée de mission animation du Greffe Bretagne. Alors, le Conseil régional nous avait confié la mission d'organiser une série de conférences consacrées à l'innovation et à la formation dans le cadre du Pacte breton d'investissement dans les compétences. Nous devions tenir notre premier événement aujourd'hui même dans une salle de conférence à Rennes. Mais la crise sanitaire et les mesures de confinement en ont décidé autrement. Nous avons considéré que le sujet de l'innovation et de la digitalisation était crucial dans cette période d'incertitude. Alors, plutôt que d'annuler, nous avons engagé une réflexion avec le Conseil régional pour vous proposer un nouveau format, adapté tant sur le fond que sur la forme à cette situation inédite. Preuve que chaque crise comporte deux versants, entre risques et opportunités. Et c'est l'objet même de notre webconférence de ce jour. C'est avec l'appui de Klaxoon que nous pouvons nous réunir cet après-midi. Je regarde et vous êtes déjà plus de 451 participants. Nous vous en remercions sincèrement. Alors François de Klaxoon va diffuser un nuage de mots qui présente les réponses à une première question qu'on vous a posée. En l'occurrence, dans quelle ville êtes-vous? Pour ne pas dire dans quelle ville vous confinez-vous? Si on constate qu'une majorité de Bretons sont aujourd'hui connectés, nous sommes également heureux d'accueillir des internautes de toute la France et nous les accueillons avec plaisir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en direct depuis votre téléphone portable en vous connectant sur le lien ou l'appli Klaxoon et en indiquant le code qui était présenté sur la page d'accueil PTJKWS. Donc, on voit au fur et à mesure les réponses. Bienvenue à tous. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Notre programme prévoit aujourd'hui 2 temps. À partir de 14h35, 3 intervenants répondront à vos questions sur les sujets d'actualité en lien avec la crise sanitaire, la continuité pédagogique. Nous recevrons Annie Guyader, directrice de la Direct Bretagne, Olivier Gaudin, directeur de la direction emploi formation tout au long de la vie du Conseil régional, ainsi que Valérie Rabaet, directrice régionale d'Acto Réseau Opcalia. Mais je vais laisser tout de suite la parole à Sylvie Rochard, qui est accompagnée de Sylvain Vaccarès et de Pierre Berthoud, 2 experts de la digitalisation de la formation, pour amorcer cette première partie de notre conférence. Merci à tous. Sylvie, je vous laisse la parole. Merci Magali, bonjour à toutes et à tous. Donc dans les 30 minutes dont nous disposons, nous allons vous proposer effectivement des sondages Klaxoon. Vous pouvez également poser vos questions aux 2 intervenants de la première partie de cette conférence tout au long de leur présentation. Nous nous engageons avec les intervenants à compiler vos principales questions et à y répondre dans un document qui sera mis en ligne ultérieurement sur le site du Greffe Bretagne avec le replay de cette conférence. Alors, pour parler des enjeux de la digitalisation, j'accueille tout d'abord Pierre Berthoud. Donc, Pierre, vous êtes passionné par les processus d'apprentissage et les nouvelles technologies. Vous avez créé plusieurs sociétés. Donc une société spécialisée dans l'édition de logiciels e-learning, une autre spécialisée dans le développement d'applications en réalité virtuelle. Enfin, vous avez créé le cabinet de stratégie en formation digitale, la Marque Blanche, pour accompagner les organisations dans leur stratégie formation, dans un contexte où la digitalisation et l'adaptation des compétences sont cruciales. Bonjour Pierre. Bonjour. J'accueille également Sylvain Vaccarès. Vous êtes donc professeur associé à l'Université de Rennes 1. Vous êtes également fondateur d'un cabinet de consultants, Learning Salad, et d'un réseau professionnel, le Skill Bar. Vous accompagnez les organisations de tout type dans la transformation de leur offre de formation et dans le développement de projets utilisant des outils digitaux. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, pour commencer notre conférence, nous vous proposons de réfléchir à la question de la digitalisation des formations. Quels sont les enjeux pour aujourd'hui et pour demain? Quelles sont les opportunités? Quels sont les risques? Quels conseils et quelles expériences vous allez pouvoir partager avec nous? Pour ce faire, on peut partir d'une première question
que nous avons posées aux personnes inscrites à cette webconférence. François, est-ce que vous pourriez afficher le sondage sur les pratiques de digitalisation? Où en sommes-nous dans les pratiques de digitalisation? Les organismes de formation ont-ils déjà digitalisé tout ou partie de leur offre de formation? Alors, je laisse l'affichage de cette première diapo donc sur les pratiques de digitalisation. Voilà, merci beaucoup. Et puis, donc, Pierre, je vais m'adresser plus particulièrement à vous. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce sondage en nous familiarisant peut-être avec la terminologie du digital? Oui, avec plaisir. Donc, je vais faire trois remarques. Il y a trois questions, je vais faire trois remarques. La première, c'est sur la question sur le blended learning, où 34% des personnes qui ont répondu disent avoir mis en œuvre des dispositifs blended learning. Alors, peut-être pour rappel, le blended learning, sans rentrer dans le détail de la sémantique, c'est globalement de la mixité entre de la formation en présentiel et une partie de formation qui se fait à distance. Alors, quand on regarde ce chiffre de 34%, on pourrait se dire, je dirais, il est ni bon ni mauvais, il ne m'étonne pas particulièrement. Quand même, je me dis, moi, j'ai créé une première société dans les années 2000 sur le e-learning. On se dit, 20 ans après, finalement, ce chiffre de 34% peut paraître relativement faible. En même temps, il est assez encourageant. Je pense qu'il est en progression. Si on avait interrogé les entreprises de plus de 5000 salariés, ou les responsables formation de ces entreprises, vous auriez une réponse en s'appuyant un peu sur les études de la Segos. 95% des entreprises de plus de 5000 salariés vous auraient répondu qu'elles proposent de la formation ou une partie de ces formations en blended learning. Une étude récente de l'ISTF, qui est une société nantaise, disait que sur 400 entreprises interrogées, qui proposaient des parcours de formation à leurs salariés, 68%, je crois, proposaient des parcours en blended learning. Donc, ça m'interpelle quand même. Ce qui m'interpelle, en tout cas par rapport au marché de l'entreprise, et on sait que la formation, ce n'est pas uniquement le marché de l'entreprise, mais quand même, on se dit qu'il y a quand même un décalage peut-être entre finalement les pratiques de ceux qui offrent les formations et finalement les pratiques, les usages qu'il y a en formation dans l'entreprise. Donc, quelque chose qui, en tout cas à terme, devra se rapprocher. Je pense qu'on est dans ce mouvement-là. Donc, décalage entre l'offre et la demande. Après, ce décalage, il s'explique peut-être aussi parce que toute la formation, dans les personnes qui les écoutent, dans les acteurs de la formation, tout le monde ne travaille pas sur le marché de l'entreprise. Le marché est très, très différent, en tout cas un peu atomisé. On fait des formations pour des demandeurs d'emploi, on fait des formations de la formation initiale, bien sûr. Et je pense que pour une partie de ce marché, les pratiques sont moins avancées. Et moi, je l'explique de la manière suivante. Je pense que il y a quand même la formation est financée par la force publique, par les financeurs publics. Et quelque part, c'est le financeur public qui va donner le là. C'est lui qui, par ses appels d'offres, va faire que ce marché va aller de plus en plus vers la digitalisation. En tout cas, pour une partie de ce marché. Voilà pour la première remarque. Maintenant, peut-être en complément, il faut aussi se dire que quand on parle de blended learning, on parle de formation à distance. Quelquefois, on fait de la formation à distance sans même le savoir, sans même celui qui dispense une formation. Quelquefois, la formation, la partie distancielle est prise en charge par les apprenants sans même le déclarer, on va dire, au formateur. Je m'explique. Ma fille qui est à l'université, quand elle suit ses cours qui ne sont absolument pas à distance, quand elle travaille avec ses collègues étudiantes, elle se met sur WhatsApp, elle se met sur Messenger et elle va travailler à distance et va faire quelque part de la formation à distance. Donc, quelque part, aujourd'hui, il y a des pratiques aussi qui existent et qui ne sont pas forcément comptabilisées. Ça, c'était un peu ma remarque plus anecdotique. Le deuxième point, c'est sur la partie plus présentielle. On s'aperçoit, on vous pose la question, mais quelle est la part de digital dans vos formations présentielles? Là, le chiffre est beaucoup plus important. Alors, ça permet de dire que quand on parle de digitalisation, il ne faut pas mélanger avec formation à distance ou même blended learning. La notion de digital est beaucoup plus vaste que la notion de d'e-learning ou de blended learning. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, Pierre, sur des exemples concrets de digitalisation de formation quand on est en présentiel? Ah, bien sûr, oui, mais j'y arrive. C'est-à-dire qu'une formation présentielle, par exemple, moi, je travaille pas mal sur les sujets de la réalité virtuelle.
la réalité virtuelle est en train de prendre en place, et notamment dans les formations métiers. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on disait avant, le digital, c'est pour un certain type de formation. Par exemple, on fait de la réalité virtuelle en présentiel pour apprendre des gestes métiers, pour apprendre des process. On peut bien sûr se servir du digital en présentiel pour dynamiser un cours. On peut utiliser une application comme Klaxoon ou d'autres pour interpeller les étudiants et finalement mieux cibler ses propos parce qu'on a un feedback permanent avec les différents apprenants. Donc, digital et e-learning, ce sont deux choses différentes et on pourrait étendre la logique de digital aussi à tout ce qui est processus administratif, ce qui me semble être aussi un sujet extrêmement important en matière de digitalisation. Donc ce chiffre est plutôt encourageant. Et je pense que faire du digital dans le présentiel, c'est aussi un côté rassurant. C'est un bon point de départ, je pense, pour démarrer avec le digital. Enfin, je ne vais pas être trop long. La troisième remarque était finalement sur on vous a posé la question, est-ce que vous avez déjà mis en œuvre des dispositifs 100% distanciels? Alors manifestement, le 31%, alors pour le coup, est très encourageant. Ça sous-entend que ceux qui font du blended learning vont assez loin puisqu'ils arrivent même à faire les dispositifs 100% distanciels. Et je pense que ça, c'est un sujet très intéressant parce que le 100% distanciel, beaucoup de gens, pendant longtemps, ont dit non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, j'ai l'avis complètement inverse. Je pense que le 100% distanciel peut marcher. Alors, pas dans tous les cas de figure, bien entendu, mais dans de nombreux cas, on voit apparaître aujourd'hui des nouveaux modèles, des nouvelles formations 100% distancielles qui marchent bien. Et je dirais, et ça peut être une opportunité pour les entreprises de formation aujourd'hui d'aller sur ce là. À titre d'exemple, il y a une entreprise qui s'appelle, moi je cite souvent cet exemple, une entreprise qui s'appelle YouSchool, qui aujourd'hui forme 100% en ligne à des étudiants, plutôt en reconversion professionnelle, à des BEP, boulangers, pâtissiers. Et ils sortent 200 à 300 diplômés par an. Tout à distance, 100% distanciel. Donc, il y a des opportunités. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Et le chiffre de 31% montre que ce n'est pas réservé aux startups. C'est-à-dire que les entreprises de formation plus traditionnelles qui vont sur ce terrain-là arrivent à sortir des dispositifs 100% distanciels. Ok, je vous remercie beaucoup Pierre pour l'ensemble de ces éléments. Donc effectivement, peut-être que tout à l'heure, tout au long de notre conférence, on pourra se poser la question, est-ce que le 100% distanciel du coup est bien la panacée ? En attendant, donc, je vous propose de poursuivre donc par rapport aux différentes questions qu'on a pu poser aux internautes. Donc, peut-être François, si vous voulez bien afficher donc la deuxième diapo. Effectivement, on a demandé donc à nos participants quelles sont ou seraient leurs priorités en matière de digitalisation de leur activité et quelles seraient les difficultés rencontrées pour se digitaliser. Qu'est-ce que cela nous indique sur les activités à digitaliser? Est-ce que cela vous surprend, Sylvain? Est-ce qu'on peut dégager à travers ces réponses des clés de réussite pour éventuellement digitaliser ces formations? Oui, alors effectivement, il y a des choses qui sont surprenantes dans ce résultat et des choses qui le sont moins. Alors, je vais commencer peut-être par ce qui est surprenant. Ce qui est surprenant dans le résultat qui est en haut à gauche de votre écran, c'est la mise en place d'outils pour favoriser le travail collaboratif qui arrive en premier. Ça, c'est assez étonnant. Alors, il faut peut-être y voir l'effet de la crise actuelle qui a mis en lumière l'importance de rester en contact, je pense, parce qu'il y a quasiment aucun résultat antérieur qui montre voilà, une prépondérance de cet aspect-là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Parce qu'il faut y voir deux choses en fait dans la collaboration. Il faut y voir d'abord la dimension pédagogique, c'est-à-dire que si on rentre dans un schéma collaboratif en termes d'offres de formation, ça veut dire qu'on commence à se préoccuper de la place de l'apprenant dans la formation et notamment à distance, et on ne le considère pas comme un espèce de réservoir qui doit absorber des éléments qu'on lui envoie, des contenus et des contenus et des contenus, mais comme quelqu'un avec qui il va falloir interagir pour qu'il puisse développer ses propres compétences. Il est évident que la clé, elle est là. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si on commence à rentrer dans un processus plus collaboratif, on va horizontaliser un petit peu la formation. On va devoir réfléchir à la place du formateur et à sa posture dans le dispositif. Et ça va plutôt pour moi dans le bon sens.
La deuxième chose sur la dimension collaborative qui est intéressante aussi, c'est que ça ne se limite pas à la dimension pédagogique, c'est-à-dire la dimension entre l'apprenant finalement et le reste du système, hein, ou l'organisme de formation et l'ensemble de ses services. Le travail collaboratif, c'est aussi le travail collaboratif entre les personnes qui vont produire le dispositif, qui vont le concevoir, qui vont le produire, qui vont l'animer. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir que à partir du moment où on rentre dans une logique de pédagogie collaborative, on peut difficilement faire l'économie du travail en commun et du travail collaboratif pour la conception en fait des dispositifs. Ça veut dire que on va pouvoir voir vraisemblablement, en tous les cas, si cette tendance se confirme, et de toute façon, il faut qu'elle se confirme, des pratiques professionnelles entre formateurs, par exemple, qui vont évoluer, parce que les formateurs vont commencer à comprendre que ce qui fait leur valeur ajoutée, c'est pas du tout le contenu et ce qu'ils savent, ça c'est loin d'être le cas, c'est la capacité qu'ils ont à se mobiliser déjà pour produire un dispositif qui favorise l'apprentissage, ça c'est pour la partie amont, et puis être capable de collaborer avec et de rentrer en relation avec les apprenants. Alors en réalité, c'est ce qu'ils font en présentiel, mais comme ils ont peu cette vision de leur propre métier, finalement, parce qu'ils considèrent qu'en fait, ils sont finalement des experts qui transmettent, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Du coup, ils ont du mal, quand ils passent à la formation en ligne, à ne pas vouloir rentrer absolument dans la diffusion du contenu. Et ça m'amène au deuxième point qui, lui, est beaucoup moins je dirais, surprenant et qui est quelque chose qu'il va falloir à un moment donné abandonner petit à petit, c'est la digitalisation des contenus qui arrive en deuxième. La digitalisation des contenus n'est pas un problème aujourd'hui dans la formation en ligne. Les contenus, ils existent. Ils sont déjà quasiment digitalisés. En tous les cas, majoritairement, il n'y a pas beaucoup de digitalisation de contenu à faire. Et la deuxième chose, c'est plutôt ce qu'on a à droite, qui est oh là là, je connais pas bien les outils, alors je peux pas y aller. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. La bonne démarche, en fait, elle est pas là. Les outils et le contenu, c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. En fait, il faut écarter ça. Ce sont des moyens, c'est pas des objectifs. C'est pas. On n'a pas besoin de rentrer par là. Il faut surtout pas rentrer par là. Ce qu'il faut, c'est. Du coup, est-ce que vous avez peut-être, une clé de réussite, une bonne pratique, un conseil à donner par rapport à ça, plutôt de ne pas rentrer ni par les outils ni par le contenu? Ouais. Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, ce qu'il faut déjà, c'est savoir pourquoi on digitalise. Enfin, ça paraît un peu évident à dire, mais en réalité, moi, j'accompagne des gens depuis 25 ans et la question n'est finalement rarement posée. Quelle valeur ajoutée ça a de digitaliser, en fait? Qu'est-ce que j'essaye de faire avec ça? Pourquoi je vais aller mettre des ordinateurs dans la formation? Pierre disait tout à l'heure, voilà, on est en retard finalement par rapport à d'autres services, voilà, mais on est aussi en avance par rapport aux coiffeurs, par exemple. Donc les coiffeurs, ils n'ont pas besoin de digitaliser, mais ils savent pourquoi. Donc nous, par rapport au conseil, on est très en retard, alors qu'en fait, on a une activité qui est proche du conseil. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Ce qu'on peut vouloir faire, c'est par exemple rentrer en relation avec la fille de Pierre, parce que ce qui est dramatique dans ce qu'il évoquait tout à l'heure, c'est qu'effectivement les pratiques de digitalisation existent entre les élèves, sauf que la seule personne qui est exclue du dispositif, c'est le prof. C'est quand même embêtant. Donc est-ce que finalement, quand on rentre dans la relation pédagogique, quand on veut digitaliser, on veut organiser cet espace numérique, non pas aller partout, mais au moins avoir la main et pouvoir diriger l'apprentissage, ou est-ce qu'on laisse faire finalement les apprenants se débrouiller tout seuls, et si on le fait, ils n'auront plus besoin de nous assez vite. La deuxième chose qu'il faut faire, une fois qu'on sait pourquoi, c'est professionnaliser les équipes. Alors ça apparaît là, dans votre sondage, mais c'est quelque chose qui est très important, parce que pour savoir le faire, pour pouvoir le faire, il faut savoir le faire en fait. Et pour pouvoir se poser les bonnes questions, il faut avoir un minimum de connaissances, de pratiques, des gestes professionnels. Et il faut être professionnel en fait. Aujourd'hui, tout le monde bricole en amateur et on est des professionnels de la formation. On ne peut pas être des professionnels que du présentiel. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vrai pour l'ingénierie pédagogique, c'est vrai pour le travail collaboratif, le travail en mode projet, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des outils collaboratifs, il faut encore savoir s'en servir et être capable de travailler de façon collaborative. C'est pas si simple que ça. En tous les cas, il n'y a pas beaucoup de pratiques antérieures. Et puis, il faut aussi habituer et acculturer les gens au digital. Les formateurs ne sont pas forcément les plus avancés ou les organisations de formation dans le domaine du digital.
Ensuite, Merci il faut beaucoup, réfléchir. Sylvain. Oui, pardon. Excusez-moi, je vous Je vous en interromps. prie. Du coup, alors on a bien saisi tous vos propos. Donc, effectivement, se poser d'abord la question de pourquoi on digitalise, Oui, inciter les équipes à collaborer et collaborer également avec les apprenants, mettre l'apprenant effectivement au centre du dispositif, oui. professionnaliser les équipes, acculturer les équipes. Je ne sais pas si Pierre, par rapport aux propos de Sylvain, vous auriez peut-être un exemple des bonnes pratiques pour pouvoir illustrer un petit peu l'ensemble de ces éléments. Oui, oui, bien sûr. Ouais, pour compléter les propos de Sylvain, bon, je pourrais prendre l'exemple moi, d'une entreprise que je connais Alors, qui. excusez-moi, je vais peut-être demander à François juste de nous enlever le sondage et redire, excusez-moi, avant de vous repasser la parole, que vous pouvez poser vos questions donc aux deux intervenants. Je crois qu'il y a quelques questions déjà qui sont arrivées, mais n'hésitez pas en cours de conférence à continuer à poser vos questions. Excusez-moi, Pierre, je vous repasse la parole. Alors, de manière assez synthétique, hein, je vais vous parler d'une entreprise, moi que j'ai accompagnée, peut-être que les personnes nous écoutent, c'est une entreprise rennaise. C'est une entreprise qui fait moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est sur la formation d'alternants et qui forme aussi des demandeurs d'emploi. Alors, sur des dispositifs, alors c'était l'année dernière, je ne sais pas si ces dispositifs existent encore, c'est les fameux PEC. Et donc, voilà un petit peu pour le contexte. Moi, je dirais que le premier point, et ça rejoint un peu ce que disait aussi Sylvain, c'est qu'il faut savoir, le premier point, c'est de savoir effectivement, là, c'est une dirigeante et elle avait un minimum de vision, c'est-à-dire elle savait pourquoi elle le faisait. Et ça, je pense que c'est quand même la base, parce que moi, tous les dispositifs que j'ai pu voir fonctionner, c'est qu'il y avait quand même une volonté que le sujet était porté. Alors, porté par une direction, porté par une équipe, mais ça, c'est quand même extrêmement important. Le deuxième point clé qu'il y avait sur ce dispositif qui a bien fonctionné, c'est qu'il y a une personne qui a été chargée de ça. Il y a une personne qui était une formatrice qui a été. Alors forcément, on démarre avec une personne un peu passionnée, une personne qui a de l'appétence pour ces sujets-là, qui est aussi qui a quand même beaucoup de compétences, parce qu'il faut à la fois avoir des compétences techniques, être capable de porter techniquement, choisir les bons outils, etc., les mettre en œuvre, et puis être capable aussi, là, cette personne-là accompagne les autres dans l'entreprise. Les autres, c'est principalement les formateurs sur lesquels il peut y avoir, on l'a vu tout à l'heure aussi, quelques réticences. Et alors, ça, c'est certainement un des points clés de réussite, mais c'est aussi, ça peut être aussi le risque. Hein, quand on confie dans une structure qui est relativement petite, on ne peut pas confier ce genre de choses à 10 personnes. Donc, on peut avoir. Donc, souvent, on identifie une personne clé. Il faut bien la manager, parce qu'autrement, le danger, c'est que la personne s'accapare et quelque part, que ça devient une sorte comment dire, la personne devient propriétaire du sujet et a du mal quelque part à transférer des compétences vers d'autres personnes. Le troisième point clé, moi, qui me semble essentiel, c'est adapter aussi le projet aux moyens de l'entreprise. Il y a quelquefois, quand on démarre, il y a quelque chose qui est un peu délicat, c'est quelque part, ça paraît être une montagne, ça paraît très compliqué. Et en l'occurrence, cette entreprise, elle a dit, on va prendre un PEC et on va faire les premières années alternantes de je ne sais plus quelle matière. Et ils ont délimité le sujet. Et je pense que de délimiter pour démarrer, c'est ce qui va permettre pendant 6 mois, un an et demi, enfin le temps qu'il faut, ça va permettre à la structure d'apprendre. Il faut être assez modeste, assez humble dans ce genre de sujet. On sait que si on veut embarquer une entreprise dans sa globalité sur ce sujet-là, ça ne peut pas être une ou deux personnes qui portent uniquement le sujet, ça c'est bien pour le démarrage, mais après, il faut du temps pour que tout le monde puisse s'imprégner du sujet et puis ça peut transformer les choses, transformer ses pratiques. Et donc, ça a donné quelque chose de finalement assez intéressant. 50% des formations POC se faisaient à distance et 20% des formations pour l'alternant se faisaient également à distance. Et puis, ça a eu un impact, bien sûr, sur la pédagogie. Ça a amélioré, ça a permis de travailler beaucoup plus sur l'autonomie. Ça développe l'autonomie des apprenants. Et petite remarque sur les apprenants, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont d'appétence pour ça. Les jeunes, ils sont comme les autres. Ils ont été formatés dans un système sachant et celui qui apprend. Et ça n'a pas bougé finalement. C'était une remarque qui m'a été faite. C'était assez intéressant. Et juste pour terminer, bien sûr, ils ont créé un petit studio pour produire de la ressource à partir de vidéos, un fond vert, une caméra. C'est pas très très cher. Mais ça y est, aujourd'hui, ils produisent rapidement et de manière assez importante du contenu. Et puis une transformation des locaux parce que pour favoriser l'autonomie et la collaboration entre apprenants,
puisqu'il y a tout ça dans l'impact du digital. Hein. C'est cette manière de travailler ensemble. Ça a été pas uniquement des salles de classe, mais aussi des espaces pour pouvoir travailler en collaboration. Voilà très rapidement un exemple, j'espère. Merci beaucoup, Pierre. Non, c'est parfait. On est bien dans le timing. Donc, pour peut-être reprendre un petit peu les différents éléments. Donc, une vision de la dirigeante, l'accompagnement des équipes avec, pourquoi pas, identifier une personne clé, adapter le projet à la taille de l'entreprise, en tout cas être ambitieux, mais pas trop non plus. Et puis, en termes de pédagogie, effectivement, favoriser l'appétence des apprenants et puis, pourquoi pas, adapter ses locaux. Merci beaucoup, Pierre, pour l'ensemble de ces éléments. Ce que je vous propose maintenant, c'est de réaliser un petit sondage sur Klaxoon. Donc, on voudrait vous proposer un nuage de mots. Je m'adresse à vous, internautes. Je vais vous demander de vous projeter en fait concrètement sur les modalités de mise en œuvre du blended learning. Si on vous dit de mettre en place une formation blended learning, quel mot est-ce que cela évoque pour vous? Donc, est-ce que vous pouvez aller sur Klaxoon pour pouvoir remplir ce nuage de mots? Donc, je demande effectivement à François de partager en même temps le nuage sur notre écran. Alors peut-être Sylvain, en attendant que les premiers mots arrivent, donc est-ce que voilà, enfin, si on reprend un petit peu les différents éléments sur la comparaison entre formation à distance, formation en présentiel, quels sont les éléments apportés par le digital? Est-ce que vous avez comme ça un ou deux éléments sur le plus du digital par rapport au présentiel? Je pense en fait que la formation digitale, la formation est digitale de toute façon. Enfin, tout est en réalité, c'est pas un véritable sujet. La question, c'est plutôt la part et comment on va traiter la part du digital dans la formation. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Pierre et dans son exemple, c'est pour moi il y a deux choses qui sont vraiment importantes dans ce qu'il a dit. La première, c'est effectivement la notion de l'ambition. En fait, c'est que c'est à la portée de tout le monde. En fait, la question, c'est de savoir ce qu'on veut faire, comment on veut s'y prendre. Et il n'y a pas forcément, il faut être ambitieux en réalité, mais on n'a pas besoin de moyens considérables. Ça, c'est vraiment très important de le dire et de le répéter, parce qu'en fait, tout le monde peut y aller. Et il faut y aller sur un périmètre précis, en fait, pour pas prendre de risques inconsidérés. Ça sert à rien de tout révolutionner tout de suite. Ce qui est important, c'est d'y aller, en fait. C'est de démarrer, en fait. C'est ça qui est important. Et la deuxième chose qui me paraît importante aussi, c'est que ça va forcément amener à réfléchir à ces process. Et à tous les process. C'est-à-dire que la digitalisation, petit à petit, ça va amener à revoir tous les contrats de travail des formateurs, ça va amener à revoir les espaces de formation, Pierre en parlait tout à l'heure, ça va amener à revoir l'offre, la manière dont on vend, la manière dont on accompagne aussi l'apprenant, parce qu'en fait, pourquoi on l'accompagnerait que pendant la formation, puisque finalement, il transfère surtout après, et que c'est là où la valeur ajoutée est la plus forte. Donc, pourquoi on n'accompagnerait pas l'apprenant après la formation au sens habituel où on l'entend, et comment on va gérer ça? Ça pose la question aux financeurs, en particulier d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas trop comment on fait, et la question, c'est de savoir, voilà, comment on accompagne les gens finalement globalement, et comment le digital nous aide à faire développer chez les gens qu'on accompagne des compétences nouvelles qui vont leur permettre de mieux faire leur job, d'acquérir un nouveau job, d'évoluer dans leur vie personnelle et professionnelle. C'est ça l'enjeu, en fait. Donc, d'accord. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut peut-être réafficher le nuage de mots, François, de manière à ce que vous puissiez le commenter? Donc, la phrase, c'était bien, je vais mettre en place une formation blended learning. Donc, quel mot-clé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle en particulier, Sylvain? Il y en a un gros au milieu quand même qui s'appelle accompagnement, c'est bien. C'est bien, ça, je suis content. Bien sûr, c'est la clé. En fait, on est dans une activité de service. En réalité, le produit que l'on fait, c'est l'expérience de l'apprenant. Et donc, si on veut améliorer son expérience, il faut l'accompagner. C'est le biais, si vous voulez, on voit agilité, formation, etc., qui ressortent, créativité. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de dire, essayez de repenser la manière dont vous pouvez améliorer l'accompagnement de la formation, et vous allez découvrir que le digital vous offre des possibilités qu'on n'avait pas avant, et c'est ça sa force, et c'est là que ça devient intéressant de l'utiliser, parce qu'on va pouvoir gagner en souplesse,
complémentaires. On va pouvoir ajouter des services complémentaires pour l'apprenant, pour l'aider à mieux s'insérer professionnellement, par exemple si c'est un demandeur d'emploi, mieux remplir la nouvelle mission qu'il va avoir si c'est un salarié en poste, etc., etc. Ça va permettre de flexibiliser, ça va permettre d'individualiser les parcours de manière beaucoup plus facile. En fait, ça va permettre de faciliter la coopération. Hein. On voit ces termes-là qui ressortent un peu plus gros. Donc c'est ça en fait. Le digital, ça sert à ça. Si on n'atteint pas ce genre de choses, ça sert à rien d'aller mettre des ordinateurs en fait dans la formation. Ça sert strictement à rien. Ça coûte cher et ça prend du temps et ça sert à rien. Donc, il faut que vous ayez à chaque fois la capacité à répondre à ces questions-là si vous voulez vraiment réussir votre projet. Et il vaut mieux, hein, j'arrêterai là-dessus parce que Pierre a sûrement des choses à dire aussi, mais ce qui est important en fait, c'est que ce soit les gens qui s'occupent de formation qui fassent ça aujourd'hui. On a un savoir-faire en formation et il faut que la digitalisation appartienne aux gens qui font de la formation actuellement. C'est fondamental parce que l'accompagnement, c'est pas du tout le problème en fait des éditeurs de contenu. Hein. Et il faut pas que ce soit les éditeurs de contenu qui drivent la formation dans le monde. Ça n'a aucun sens en fait et ça n'aidera pas les gens. Donc c'est nous qui savons accompagner en présentiel. Il faut arriver à trouver dans chaque organisme, dans chaque service, les moyens d'utiliser le digital pour améliorer l'accompagnement des apprenants. C'est ça l'enjeu. Pierre, un mot peut-être sur ce nuage de mots? Je dirais, Sylvain a dit l'essentiel. Moi, je partage ce qu'il a dit. Peut-être en complément, alors ce n'est pas tout à fait en lien avec le nuage de mots, mais il faut surtout voir ça comme une opportunité. C'est-à-dire que c'est cette logique d'opportunité. Des opportunités parce que pédagogiquement, il n'y a rien. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant pour des équipes de travailler sur ce sujet-là. Ça remet des choses en cause, mais en même temps, ça crée beaucoup de dynamisme. Et c'est donc une opportunité pour les équipes. C'est une opportunité aussi pour l'entreprise, parce que je pense que ça peut ouvrir des perspectives extrêmement intéressantes de nouvelles offres, de nouveaux marchés. On sait que finalement, la formation, le besoin de développement de compétences plutôt que de formation, il est immense. Donc, et c'est certainement aux entreprises de formation, au sens large du terme, que ce soit public, privé, de s'approprier ça, peut-être encore plus que d'autres sociétés qui arriveraient avec peut-être moins de savoir-faire et peut-être moins d'humanité dans leur manière de faire. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup tous les deux. Donc sur ce nuage de mots, effectivement, donc ça reprend vraiment beaucoup d'éléments qu'on a déjà pu aborder de manière assez rapide, il est vrai, mais effectivement la pédagogie, la complémentarité, l'opportunité, un challenge, la coopération. Enfin bref, c'est effectivement très 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 riche. Peut-être il nous reste juste 1 ou 2 minutes. En guise de conclusion, on voulait demander aux internautes, donc si on se projette à horizon 3 ans, quelle proportion de blended learning pensez-vous avoir introduit dans vos formations? Donc moins de 20%, de 21 à 50, de 51 à 80, plus de 51. Et puis sur ce dernier sondage, je demanderai également à Pierre et à Sylvain, donc il nous reste 2-3 minutes, donc il faudra être un peu rapide. Votre mot de la fin, peut-être un dernier conseil par rapport à la digitalisation. Donc on va arrêter le sondage ici. Je propose qu'on arrête maintenant. Et puis donc je vous laisse la parole, peut-être Pierre. Écoutez, juste un mot sur le sondage. Donc, on voit qu'on est dans un mouvement, c'est-à-dire que quand on interroge les personnes sur ce que ce sera dans 3, 4, 5 ans, la proportion de digital, de blended learning, elle est en très, très forte augmentation. Donc, ça, c'est plutôt très positif. Et puis, le mot de la fin, en termes de conseils autres, moi, je pense qu'il faut être dans du pragmatisme pour avancer sur ces sujets-là. Voilà. Merci Pierre, merci beaucoup. Sylvain, le mot de la fin? Oui, tout à fait. On voit, moi j'avais envie de m'adresser aux 60%, aux 65% qui n'avaient pas, qui est dans le tout premier sondage, qui n'avaient pas démarré. Ce qui est important, c'est de démarrer. On verra bien à quel pourcentage on sera dans 3 ans. De toute façon, l'important, c'est d'aller à son rythme et d'être pragmatique, comme disait Pierre. Démarrer par des petites choses, démarrer sur des sujets sur lesquels vous ne prenez pas de risques, ne vous embarquez pas dans une galère, démarrer avec des choses simples sur lesquelles vous avez une ambition, mais démarrer tout de suite. C'est très important. Il faut acquérir de l'expérience et ça se fait au fur et à mesure, donc démarrer tout de suite.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, les deux mots de la fin, c'est le pragmatisme et puis se lancer. Donc, ma foi, allons-y. Donc, je vous remercie beaucoup, Sylvain Vaccarès, Pierre Vertou, pour la qualité de cette intervention. Donc, je vous rappelle que, de notre côté, on s'engage à compiler les questions des internautes et à travailler avec vous pour apporter des réponses aux participants dans un document que vous retrouverez sur le site du Greffe Bretagne. Je vais maintenant repasser la parole à Magali pour le question-réponse avec la Direct Bretagne, la région Bretagne et puis Acto sur les mesures et accompagnements proposés dans la période actuelle. Merci beaucoup Sylvie, merci à tous. Effectivement, ce deuxième temps questions-réponses, on voit bien l'incertitude actuelle sur l'évolution de la situation sanitaire, de la situation économique, génère de nombreux questionnements sur la capacité des prestataires à poursuivre une activité et assurer la continuité pédagogique. Sylvain et Pierre l'ont souligné également sur la capacité des stagiaires à pouvoir appréhender aussi ces nouvelles questions, sur la capacité des équipes. Et effectivement, on a souhaité vous proposer un temps d'échange, questions-réponses sur une variété de questions allant des mesures économiques et sociales pour les OF et les CFA, leurs salariés dans cette période de crise plus particulière, mais également sur l'après, sur les mesures spécifiques et les préconisations que peuvent avoir les financeurs, dont le conseil régional, mais également sur les mesures d'accompagnement des organismes de formation et des CFA dans leurs projets de digitalisation. Donc, pour ce faire, comme je vous le disais en intro, sont présents aujourd'hui pour vous répondre Annie Guyader, la directrice de la Direct Bretagne, Olivier Gaudin, le directeur de la direction emploi formation tout au long de la vie du conseil régional, et Valérie Rabaet, directrice régionale d'Acto Réseau Opcalia Bretagne. Je rappelle que cet OPCO est celui des organismes de formation. Donc l'objectif, c'est bien aujourd'hui de nous. On n'arrivera pas à répondre à l'ensemble de vos questions, mais c'est de pouvoir identifier avec vous des pistes de réflexion et vous donner, le cas échéant, les bons contacts pour vous accompagner. Donc, François va lancer d'ores et déjà l'activité Klaxoon pour pouvoir tout à chacun poser vos questions. Mais je vais d'ores et déjà peut-être laisser la parole à Olivier Gaudin pour une peut-être première présentation de 5 minutes. Olivier, si vous m'entendez, la parole est à vous. Merci Magali. Et puis merci pour cette invitation. Donc très rapidement, ce que je souhaitais vous apporter comme information cet après-midi, c'était 2 points principaux, à savoir comment la région a pu réagir face on va dire, au 16 mars, à l'arrêté de fermeture des centres de formation, et ce qui nous a amené à prendre plusieurs mesures pour pouvoir accompagner à la fois les organismes de formation, mais aussi les stagiaires et nos partenaires en général. Donc, très vite, peut-être pour brosser un petit peu la situation, on avait 10 000 stagiaires, plus de 10 000 stagiaires qui étaient en formation sur nos 800 sessions de formation. Donc, ça nous responsabilise tous. Et ça représentait également 3 000 aides financières que l'on délivrait aux personnes qui étaient en formation, sans compter les indemnisations qui étaient aussi proposées par Pôle emploi pour l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle. Donc, il nous a fallu prendre des mesures rapidement, inciter les organismes de formation à poursuivre l'activité à distance. C'était pour nous très important, malgré le fait que les informations relatives à la période de confinement étaient connues pour 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, il faut être agile aussi en cette période. Mais la conférence des organismes de formation qu'on a pu mettre en place de façon hebdomadaire nous a permis de maintenir un lien aussi très fort avec les centres de formation. Une cellule d'écoute, puisqu'on avait la chance d'une généralisation du télétravail à la région depuis le mois de janvier, ce qui a permis à 70% de l'équipe de la direction de l'emploi, c'est 105 agents, donc 70% de ces agents, donc à peu près 70, sont tous en télétravail et permettent aussi de poursuivre une activité dans ce contexte de crise. Donc, ça nous a permis de poursuivre les facturations des centres de formation pour toutes les formations qui avaient été engagées sur le premier trimestre. C'est un enjeu économique très important pour les centres de formation, compte tenu du fait que la situation peut aussi perdurer. Un lien avec les organismes de formation pour savoir quelles étaient les modalités de formation à distance qu'ils pouvaient entreprendre pendant cette période de confinement.
Donc, et en lien avec les autres partenaires, essayer de recenser l'ensemble des modalités de formation à distance qui ont pu être entreprises. Derrière tout ça, il nous fallait aussi rassurer les centres de formation sur la manière dont ils allaient être payés pendant cette période de confinement. Et là, je pense qu'on est exposé à des problématiques juridiques et donc financières. Aujourd'hui, l'acheteur public que je représente applique le code des marchés publics, heureusement, et donc dans le cadre des marchés publics qui sont spécifiques à la formation, on n'a pas pu forcément prendre jusqu'ici les mêmes mesures que Pôle emploi, qui a pu très vite, dans le cadre de sa spécificité, a pu prendre des mesures peut-être un peu plus rapides. Nous, on a pris un engagement, mais derrière, on était toujours en train de rechercher des solutions juridiques pour essayer de compenser finalement tout l'investissement qui est en cours de la part des organismes de formation, payer les heures réalisées, mais aussi essayer finalement de forfaitiser tout l'investissement des organismes de formation, puisque certains étaient prêts assez rapidement parce qu'ils avaient digitalisé sans doute une partie de leur modalité de formation, et d'autres moins. Et donc, ce qui a été très important et ce qu'on a pu constater, c'est que les organismes de formation ont maintenu un lien avec l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle. On a très peu de déperditions aujourd'hui sur ces 10 000 stagiaires, mais on a une activité à distance. Alors, on a de la formation à distance, mais on a aussi une activité à distance. Ce qui m'amène à penser, à faire très vite une analyse, c'est qu'on a des enjeux d'inclusion qui sont très forts dans cette période de confinement. Le souhait de la région, c'est de ne pas perdre le lien à ces stagiaires de la formation professionnelle. Et puisqu'il y aura reprise sous un format ou sous un autre, il nous paraît très important de pouvoir accompagner les organismes de formation pour maintenir ce lien. Un enjeu d'accompagnement aussi des organismes de formation. Là, il y a un enjeu économique aussi qui est très important pour la région. Et donc, ça nous responsabilise, bien sûr, vis-à-vis des organismes de formation. Pierre, tout à l'heure, vous parliez du fait que la digitalisation pourra se mettre en œuvre que si les acheteurs publics donnent un signe fort. On en est conscient. On avait, par exemple, lancé un appel d'offres Qualif Emploi à distance il y a quelques semaines. Donc, ça a trouvé tout son sens. Ces formations, elles se réalisent, on va dire, complètement à distance en ce moment. Pour autant, on avait aussi des organismes de formation qui avaient entrepris. Ils nous avaient déjà proposé des solutions de digitalisation. Et puis enfin, un enjeu aussi juridique et financier, je viens de l'évoquer tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur les modèles économiques qui sont les nôtres, et donc ceux des centres de formation, dans un contexte de marché public. Donc on a par exemple pris des risques juridiques sur le paiement des organismes de formation, donc on va leur donner cette information assez rapidement. On voit bien que ces difficultés-là, elles nous projettent aussi sur la manière dont on va pouvoir accompagner les centres de formation dans un contexte de digitalisation accrue. Voilà, je m'arrête. Merci Olivier, merci beaucoup pour cette introduction. Je vous confirme qu'il y a déjà pas mal de questions sur Klaxoon que je pourrais effectivement relayer en complément de votre première intervention et sur les sujets que vous avez évoqués. Je propose maintenant à Madame Annie Guyader de la Direct Bretagne de prendre la parole. Annie, si vous m'entendez, je vous en prie, la parole est à vous. Okay, bonjour à tous, merci de cette invitation. Peut-être d'une part indiquer l'importance de la thématique abordée aujourd'hui au-delà de la question crise Covid et situation économique, financière et adaptation de l'appareil de formation à cette situation de crise, c'est peut-être évoquer aussi l'importance de l'innovation pédagogique, de certaines formes de recours, notamment à la digitalisation. C'est un axe fort porté par le gouvernement et la ministre du Travail, notamment au travers des mesures de la loi Liberté pour choisir son avenir professionnel. C'est un élément extrêmement important du pacte régional investissement dans les compétences, avec un volet non négligeable s'agissant de l'innovation et la formation à distance rentre bien dans ce champ-là. Donc, je pense que ce thème de formation était particulièrement important et c'est une bonne chose que vous ayez pu mobiliser
certaines formes d'innovation relationnelle pour pouvoir maintenir cette réunion. Alors, situation effectivement assez inédite, crise d'ampleur, de grande ampleur, je dirais. Nous n'avons pas a priori de comparaison possible à établir. Certains se référant notamment à la crise de 1929 en la matière. Et donc, des mesures qui ont été prises dans l'urgence par l'État, le gouvernement, pour venir accompagner toutes les structures, toutes les entreprises qui se sont vues dans l'obligation soit de limiter, soit d'arrêter, soit de revoir leur organisation du travail, puisque le principe premier, ainsi qu'il a pu être appelé dès Olivier Gaudin évoqué le 16 mars, c'est la première mesure a été effectivement la fermeture des centres de formation, établissements scolaires et autres. Et donc, la nécessité là de donner tout d'abord la priorité à la santé des personnes en privilégiant le télétravail et donc en limitant les déplacements quand le télétravail est possible. Et donc, la recherche de nouvelles formes d'activité, ce qui vaut également pour la formation et qui rend peut-être là plus urgent, je dirais, la question de la digitalisation dans la formation. Alors, au-delà de cet impératif d'évolution et qui est également fortement porté par le ministère du Travail, et je citerai des travaux en cours avec notamment le Centre national d'enseignement à distance et puis d'autres organismes de formation pour déjà mettre à disposition, alors sous un format là, gratuit, prestation gratuite, des actions de formation à distance. J'évoquerai aussi les dispositifs et le panel d'aide que nous pouvons apporter aux entreprises et notamment par la mise en place et l'élargissement du système d'activité, du dispositif d'activité partielle, donc dispositif qui vient, je dirais, pallier certaines diminutions de l'activité des entreprises, donc qui permet de compenser par la prise en charge par l'État d'une partie, de toute ou partie des salaires des salariés, donc compenser cette diminution de l'activité, alors qui peut être une diminution, qui peut être une réduction extrêmement forte, voire une fermeture temporaire des structures, mais là encore, en fonction du degré, je dirais, de digitalisation et de dématérialisation de l'activité dans les entreprises. Donc, certaines entreprises n'ont pas fermé, continuent leur activité. Pour d'autres, les locaux sont fermés ou occupés par des équipes avec un niveau présentiel très très faible, mais les salariés travaillent à distance. Donc, un dispositif d'accompagnement qui vient là accompagner toutes les entreprises avec des modalités qui, je dirais, assez classiques, modalités sur lesquelles pour lesquelles certains ont pu rencontrer des difficultés parce que crise de grave ampleur, donc avec un dispositif, un système, un applicatif qui n'était pas conçu pour recueillir un tel flux de demandes, donc avec des temps d'attente parfois, des irritants pour beaucoup, mais des recherches de solutions techniques en cours et qui devraient permettre de venir régler et d'avoir un fonctionnement, je dirais, nominal de tout le dispositif, avec aussi une part conséquente d'investissement des services et des agents de la directe et d'aide directe, France entière en la matière, puisqu'il y a, malgré le recours à une automatisation de plus importante, des temps d'instruction, de validation qui font que nous avons dû aussi redéployer un peu notre activité, tout cela se faisant en télétravail, mais avec des agents qui se sont rapidement reconvertis pour pouvoir instruire toutes les demandes des entreprises. Voilà pour le dispositif de premier niveau d'accompagnement. Alors après, il y a d'autres dispositifs qui concernent là plus l'accès sur des questions
de trésorerie, tout ce qui concerne l'accès à certaines formes de garanties bancaires et autres, et qui valent là pour toute entreprise également, avec un effort également conséquent. Et là, c'est un peu une nouveauté en période de crise, à destination des travailleurs indépendants, avec la mise en place également d'un fonds de solidarité à destination des travailleurs indépendants. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Vous souhaitiez compléter ? Alors oui, peut-être indiquer, et là ça rejoint l'actualité des organismes de formation et de l'audience que nous avons aujourd'hui, que l'activité partielle, c'est certes un accompagnement financier à destination des entreprises sur l'aspect masse salariale, mais c'est également la possibilité qui est donnée, et je dirais un encouragement très fort donné par l'État pour que pendant ce laps de temps d'activité réduite, les entreprises forment leurs salariés, leur permettant ainsi d'accompagner le développement des compétences, voire un accompagnement aussi sur la prise en compte d'éventuelles mutations économiques, technologiques au sein de l'entreprise et notamment certaines formes de digitalisation de tâches dans l'entreprise. Donc, est aussi mobilisé un dispositif qui est connu par nombre d'entre vous, qui s'appelle le FNE Formation. La nouveauté par rapport aux exercices, je dirais, au FNE Formation avant Covid, c'est que l'État désormais prend en charge 100% des coûts pédagogiques de ces formations, au-delà de la prise en compte, donc salaire des salariés, mais c'est également là un accompagnement, une incitation très forte donnée, portée par l'État pour accompagner les entreprises dans cet effort de formation en cette période d'activité réduite dans les entreprises. Alors, pardon, j'anticipe peut-être une question à venir. L'objectif étant également, parce que nous sommes en situation de crise, de raccourcir les délais, sont en phase d'élaboration et de finalisation au niveau central, auprès de la DGEFP et du cabinet de Madame Pénicaud, des documents, conventionnements, enfin tout ce qui fait aussi les joies de notre vie administrative et nos relations administratives pour simplifier l'accès pour les entreprises à ces financements. Et donc, l'objectif étant que l'on puisse très rapidement mobiliser les crédits dont nous disposons, qui vont être là, dans un premier temps, réorientés vers l'aspect FNE Formation dans cette phase de crise sanitaire, et pour pouvoir accompagner très vite les entreprises dans leurs projets de formation. Merci beaucoup pour ces présentations en forme de scoop quelque part, puisque effectivement les travaux sur FNE Formation ne sont pas encore officiellement sortis. On voit bien qu'il y aura une logique quand même effectivement pour les entreprises d'ouverture vers de la formation pour leurs salariés, et donc un enjeu de pouvoir répondre assez rapidement dans un contexte de crise sanitaire aussi à ces besoins spécifiques. Troisième intervenante à qui je vais tout de suite donner la parole, et il y aura également des questions pour elle tout à l'heure. Les questions continuent d'arriver sur Klaxoon, donc n'hésitez pas, j'en profite pour le dire, à liker, comme on dit en bon français, les questions qui vous semblent les plus intéressantes, et on les fera remonter en priorité. Valérie Rabaet, vous êtes la directrice régionale d'Acto Réseau Opcalia en Bretagne. Acto qui est maintenant un OPCO. Je vous laisse également la parole pour quelques minutes pour nous faire une première présentation. Bonjour à tous. Alors, peut-être pour commencer, je viendrai après à l'aide particulière que Acto peut apporter aux organismes. Alors, je vous propose de parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Pardon. Là, c'est mieux? Vous m'entendez mieux? D'accord, ok. Je disais, avant d'en arriver peut-être plus précisément à l'accompagnement qu'on peut proposer aux organismes de formation dans le contexte actuel, simplement vous dire que ce soit avec l'État ou avec la région ou aussi avec les autres OPCO dans cette période un peu délicate, on est tous en relation, et tout ça pour s'assurer que notamment par rapport aux organismes de formation, nos actions sont bien cohérentes et qu'on évite par exemple de vous sursolliciter pour des choses que l'on peut partager.
Alors, peut-être à partager par rapport aux échanges que j'ai pu avoir dernièrement avec d'autres directeurs d'OPCO en région Bretagne. On est tous en continuité de service. Nos équipes sont toutes en télétravail et joignables par mail et par les numéros de téléphone habituels. La plupart de ceux que j'ai eus ont les mêmes priorités que celles d'Acto actuellement, à savoir d'abord traiter les factures et payer les actions qui ont pu être réalisées avant la crise le plus vite possible, de façon à pouvoir financer le plus rapidement possible les organismes de formation. Pour cela, on est en relation avec vous souvent pour vous relancer sur des factures ou des pièces. Ça, c'était la partie précédente, la crise. On est aussi à votre disposition pour accueillir des factures partielles ou des factures partielles de formation pour les formations longues que certains d'entre vous avaient pour habitude de financer. Je pense au contrat en alternance, par exemple, au contrat de professionnalisation à mi-parcours ou au trimestre. N'hésitez pas à nous adresser des factures et des justificatifs pour les périodes qui ont pu être réalisées avant la crise. Ensemble aussi, on partage la même priorité qui consiste à vous solliciter pour les formations qui étaient programmées sur mars, sur avril, sur mai éventuellement, pour voir de quelle façon vous pouvez assurer la continuité de ces formations. Identifier ceux parmi vous qui sont en mesure notamment de transformer ces formations sur du à distance et ou de les reprogrammer et voir avec vous à quelle échéance ils sont programmés. C'est important pour nous de repérer votre offre à distance parce qu'on en a besoin. On a un certain nombre d'entreprises. Chez Acto, par exemple, on a la branche des organismes de formation, mais on a 26 autres branches professionnelles pour lesquelles on a des entreprises qui sont pour certaines en chômage partiel. Et là, on est en attente des dispositions de l'État pour les assister effectivement dans la construction de leur plan de formation. Mais on a aussi des entreprises qui sont en activité réduite et qui envisagent de la formation. Il faut qu'on puisse leur proposer de la formation à distance. Donc ça, c'est la troisième action sur laquelle on est en relation avec des collègues d'autres OPCO pour échanger sur la formation que vous avez pu mettre à distance, la repérer, la référencer et la faire connaître à nos entreprises adhérentes. En ce qui concerne Acto plus particulièrement, donc Acto, c'est votre OPCO, que vous soyez un organisme de formation privé, une école privée sous contrat, une école indépendante. Donc, la première chose que l'on peut vous proposer, c'est ce qu'on souhaite proposer à toutes nos entreprises, c'est une offre de formation à distance pour vos collaborateurs. On a déjà une offre qui est disponible, qui se renforce de jour en jour sur la plateforme que vous devez connaître si vous êtes organisme de formation, qui est l'espace formation. Donc, sur cet espace formation, vous allez retrouver une offre de formation à distance, une offre de formation qui peut être liée à la conjoncture actuelle. On a des formations, par exemple, pour organiser une session e-learning. On a des formations sur l'animation d'une classe virtuelle. Donc, voilà, c'est des formations qui sont d'actualité, qui sont disponibles. On a aussi des formations qui étaient déjà présentes dans vos plans de développement des compétences, qui sont par exemple les formations liées à la FEST, à Calliope. Ces formations, aujourd'hui, on peut vous les proposer avec un certain nombre de prestataires, différents prestataires, sur du à distance. Donc, pourquoi pas profiter de la période actuelle pour vous former sur ces sujets sur lesquels vous seriez formé de toute façon en présentiel sur cette période. Et puis enfin, il y a toute une série de formations plus transversales sur de la bureautique, du management des langues. Donc, allez-y, allez voir. Et surtout, si vous repérez des besoins de formation qui ne sont pas dans cette offre de formation à distance, faites-les nous connaître parce que derrière, on ira chercher une solution formation. Et puis, si vous avez des formations que vous dispensez et qui ne sont pas sur cette plateforme, faites-vous connaître également. Ce qu'on a comme deuxième action chez Acto, qui est une action qu'on a déjà engagée depuis 3 ans avec beaucoup de partenaires régionaux en Bretagne, c'est le programme d'investissement d'avenir, vous avez dû en entendre parler, PIA, sur la digitalisation de la formation. Donc, depuis 3 ans, on vous accompagne pour un certain nombre d'entre vous. J'ai vu que vous étiez une petite trentaine parmi les participants à cette réunion. Vous êtes accompagnés depuis 2-3 ans par des prestataires qui peuvent, par exemple, être les intervenants qu'on a entendus tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres, sur votre stratégie digitale et la mise en
place de formation plus digitalisée, voire, on l'évoquait tout à l'heure avec les participants aussi, la digitalisation de vos process, l'accompagnement de vos équipes formateurs, mais également l'ensemble de vos équipes sur la transformation de la formation et la mise en place du digital dans la formation. Alors, je vais peut-être vous interrompre, Valérie, tout de suite, parce qu'en fait, ça correspond à la première question dans le top 20 des questions qui sont posées par les participants à cette webconférence aujourd'hui. C'est quelles aides existent pour aider les organismes de formation à digitaliser et à se digitaliser. Donc aujourd'hui, vous faites partie des structures qui peuvent procéder et accompagner les organismes de formation. On le fait déjà et on le fait depuis 3 ans en Bretagne. Depuis 3 ans, on se dit il faut pas partir, mais c'est aussi ce qu'ont dit nos intervenants tout à l'heure. La digitalisation, voilà, il faut qu'un organisme de formation il ait une stratégie, il faut qu'il avance pas à pas, il faut pas qu'il s'engouffre dans un outil, il faut d'abord qu'il pense à ce qu'il va digitaliser et pourquoi. On est sur cette dynamique depuis 3 ans et on va continuer encore de pas à pas, de petits pas. Pour autant, donc, avec notre partenaire sur ce projet qui est la Fédération de la formation professionnelle, on se dit que, indépendamment de cette stratégie à moyen long terme, il y a sans doute à accompagner, là, dans l'urgence, quelques organismes de formation sur de la stratégie à plus court terme dans la période actuelle. On a besoin de formation à distance, vous avez besoin de formation et vous êtes en capacité de digitaliser les formations. Donc, on doit pouvoir vous aider avec ce même réseau de prestataires qui interviennent sur des stratégies à moyen terme dans le PIA. On doit pouvoir vous accompagner sur des formats plus courts. Donc, on a les prestataires, on a les financements. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est simplement vos projets et on saura vous accompagner pour mettre en œuvre ces projets. On invite les participants effectivement à pouvoir vous contacter aussi à ce sujet. Toutes les coordonnées seront données. Est-ce que côté conseil régional ou du côté de l'État, il y a également des projets d'accompagnement des organismes de formation pour les aider sur cette digitalisation aujourd'hui ? Oui, compléter les propos de Valérie. Dans une mesure très conjoncturelle, on a accepté la proposition de Région de France et du Haut Commissariat, qui, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, permettent de déployer une plateforme LMS qui est aujourd'hui mise en œuvre par la région Occitanie. On la propose à tous les organismes de formation qui sont en conventionnement ou qui ont des marchés avec la région Bretagne pour que sur la période de confinement, mais sur sans doute les quelques semaines ou mois qui vont perdurer, on puisse, et donc pour les centres de formation qui n'auraient aucune solution, peuvent aussi nous contacter et voir les modalités les plus appropriées pour pouvoir utiliser cette plateforme. Donc ça, c'est un premier point. On réfléchit déjà avec notamment Acto à la manière dont on pourrait s'inspirer de ce que vient de dire Valérie autour du PIA2, de voir comment effectivement on pourrait accompagner les centres de formation, sans doute dans une logique d'un peu plus moyen terme, long terme, sur l'accompagnement des centres de formation à la digitalisation. Mais ça sera un sujet qu'on pourra peut-être évoquer quand on aura sans doute travaillé un peu plus le sujet, mais c'est une vraie préoccupation et on voit bien que la période de confinement, elle accélère finalement ce projet qu'on avait dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences. Je pense que là, ça devient urgent. Je vous propose de passer peut-être aussi à des questions, parce qu'on a beaucoup de questions qui arrivent, à des questions alors très pratico-pratiques. On nous demande comment est-ce qu'on valide aujourd'hui une formation à distance en l'absence de feuille d'émargement. On nous demande, est-ce que, Annie Guéder, je vous vois hocher la tête, je vous propose de prendre la parole peut-être à ce sujet. On nous demande également comment est-ce que les contrôles qualité vont être faits sur ces sujets-là. Annie Guéder, vous souhaitez réagir ? Oui. Donc, je dirais, mais ça c'est aussi pas spécifique à la digitalisation ni à la situation que nous vivons là, c'est lié à la loi liberté pour choisir son avenir professionnel. Désormais, c'est toute forme de justificatif qui permet d'attester de la réalité de la formation.
Alors, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est considéré comme très satisfaisant par nombre d'organismes de formation, parce que ça peut donner le sentiment d'une certaine forme d'insécurité juridique. Par ailleurs, d'un autre côté, on peut aussi considérer que ça s'applique, du coup, et ça permet de prendre en compte des situations où, comme le distanciel, où de fait, la feuille d'émargement ne peut pas être effectivement signée puisque il n'y a pas un formateur qui présente une feuille d'émargement devant la personne formée. Donc, c'est toute modalité qui permettra d'attester de la réalité de la formation. Est-ce que vous avez un exemple peut-être de modalité, parce qu'on nous demande justement comment tracer en dehors d'une feuille d'émargement? Alors, ça peut être les temps de connexion pendant la durée de la formation. Ce peut être les travaux réalisés, parce que on peut fort bien avoir un temps de formation, mais qui demande aussi la production, enfin la réalisation d'un devoir, d'une note ou autre. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui permet de mesurer le temps de formation et l'effectivité de la formation. Je vous remercie. Olivier Godin, peut-être? Oui. Magali, sur ce point, sur les marchés publics Qualif Emploi de la région Bretagne, on avait aussi une précaution, c'était celui d'alléger le contrôle de service fait, parce que c'est très normé. Et donc, je comprends la question. C'est une inquiétude pour les centres de formation, à la fois en ce qui concerne le marché qu'on a avec les centres de formation, et nous, ça nous oblige aussi vis-à-vis du FSE derrière. Donc, aujourd'hui, on va vers une attestation d'assiduité qui serait à fournir à la région toutes les 2 semaines. En tous les cas, de faire en sorte de conserver toute pièce qui fait effectivement preuve de l'activité des stagiaires. Donc, nous, on reviendra vers les centres de formation à travers une note technique qui va leur être adressée très, très, très vite et qui listera les principaux documents que les centres de formation devront conserver, faisant preuve de leur activité à distance, par exemple, ou du lien qu'ils ont eu avec les stagiaires, et puis à minima des attestations d'assiduité des stagiaires de la formation professionnelle, puisqu'on aura du contrôle aussi de services faits allégés, mais on fera du contrôle quand même auprès des centres de formation, je les rassure. Alors, je poursuis peut-être avec une question encore pour vous, Olivier Godin. On nous demande, est-ce qu'on pourra intégrer dans les coûts de formation, les coûts de préparation de la formation à distance? Alors, on a distingué selon les modalités que nous avions actuellement en termes de paiement pour les organismes de formation. Sur la gamme prépa, donc c'est l'ensemble des prestations de formation à l'attention des publics qui sont en préparation de projets professionnels ou de remobilisation. On avait déjà des modalités de financement qui nous permettaient d'être sur du paiement à la session ou bien sur du global forfaitaire. Ce qui fait que ces innovations d'achat que nous avions enclenchées dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences, l'année dernière déjà, nous permettent d'assurer là du paiement sans difficulté pour cette année. Par contre, pour Qualif Emploi, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on a bien cette intention qu'on est en train de traduire et on restera sur une unité d'œuvre qui est celle pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'ordonnances qui ont été prises, Annie, je ne crois pas, en termes de paiement forfaitaire des centres de formation. Donc, dès lors qu'on a cette unité d'œuvre heures stagiaires, eh bien, nous essayons, nous, le service de la région, de faire en sorte effectivement qu'on paye les heures réalisées, mais qu'on paye aussi l'investissement du centre de formation. Donc, cette subtilité juridique, on est en train de la traduire. Et a priori, elle devrait se traduire, se matérialiser par un arrêté qui sera pris par le président et qui permettra de couvrir l'ensemble des champs de nos marchés publics sur Qualif Emploi et dans une logique de prise en compte effectivement d'un minimum d'activité par le centre de formation, à la fois sur les heures réalisées et à la fois sur son investissement, formation à distance, activité à distance. Je globalise. Merci beaucoup. Peut-être pour préciser, Magali, oui. Si je peux préciser pour Acto, donc quand une formation
et transformer à distance une formation qui était prévue en présentiel, pour laquelle on a donné un accord de prise en charge, par exemple. Ce qu'on demande à l'organisme de formation, c'est de nous informer par courriel, à minima, que la formation va être transformée. Par contre, si le fait de transformer cette formation à distance nécessite ou un coût supplémentaire, si le coût doit être supérieur à celui qu'on avait prévu en présentiel, il faut obligatoirement que ça passe par un avenant de la convention avec l'entreprise et par une validation de l'entreprise. Le cas échéant, nous, on ne pourra pas, évidemment, seul financer une formation au-delà de ce qui avait été prévu. Donc, vous invitez tous les organismes de formation concernés à vous contacter à minima pour trouver une solution avec vous et avec l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on fait aussi de notre propre initiative actuellement. Le temps passe vite, donc je voudrais aborder un autre sujet, effectivement, qui revient beaucoup. On en a parlé depuis le début. La digitalisation, c'est effectivement transformer l'organisme de formation, les formateurs, mais ça pose également la question de l'accès des stagiaires à cette formation-là. Une des questions qui revient beaucoup en première, c'est des aides financières existent-elles pour fournir des outils numériques au public défavorisé, en difficulté? Donc là, on nous cite les réfugiés, les personnes en réinsertion, mais je pense que plus globalement, ça pose la question de la maîtrise des compétences numériques et de l'électronisme. Est-ce que l'un de vous souhaite effectivement intervenir sur cette question des aides financières, en l'occurrence sur cette question, mais peut-être des aides plus globales sur l'appréhension des outils numériques et de la formation en particulier? C'est difficile. Effectivement, aujourd'hui, Région Bretagne, nous, n'a pas d'aide financière directe vis-à-vis des publics. Et les centres de formation nous ont fait remonter cette problématique là pendant la période de confinement, parce qu'on a beaucoup de stagiaires qui sont effectivement empêchés pour des raisons techniques, d'accessibilité par rapport à un outil informatique déjà, ou parce qu'on le partage dans une famille. En ce moment, c'est le cas. Et puis, pour l'accessibilité aussi en termes de flux, puisque avoir la digitalisation, effectivement, c'est très important, mais si on ne peut pas capter l'information à distance, ça va être très compliqué. Donc, je pense que ça nous pose question en tant que nous, acheteurs de formation. Au niveau des collégiens, des lycéens, il y a parfois des collectivités qui sont dans cette prise de décision, d'outiller. Ça sera une question pour les stagiaires de la formation professionnelle à terme avec les centres de formation pour voir effectivement comment on pourra accéder à des outils. Aujourd'hui, on n'a pas de PC, par exemple, à mettre à disposition des stagiaires. Peut-être faire un travail avec des associations. Il y en a beaucoup en Bretagne qui font aussi du prêt de PC. Je pense que peut-être qu'on a à mailler un peu plus un enjeu de mise en relation des publics et de prévention, pour le coup, parce que si on se retrouve dans des situations telles qu'on les connaît, ça nous permet aussi d'apprendre et de voir comment on peut accélérer rapidement l'accès à l'outillage numérique, effectivement. Merci. Est-ce que du côté de la directe, Madame Guyader, vous souhaitez compléter? Partager effectivement l'importance de cette question parce que je dois dire que j'ai en tête une demande d'un stagiaire justement adressée à la directe avant la crise et j'avoue que j'étais bien en peine de trouver une réponse. Donc là, j'entends une amorce de solution avec effectivement mobiliser des structures associatives qui peuvent faire du prêt de matériel ou s'adresser à des structures qui peuvent remasteriser d'anciens outils. Mais je pense qu'il y a une question autant côté effectivement éducation nationale, des choses ont pu se mettre en place et se développent pour permettre aux élèves de disposer d'un outil. Je pense que en termes de formation de demandeurs d'emploi ou de toute personne un peu éloignée du marché de l'emploi ou même de salariés qui doit être à distance. Alors là, on peut peut-être trouver une solution avec l'employeur, mais pas systématiquement, puisque pas toujours sur un poste télétravaillable. Il y a des solutions à chercher et à l'heure actuelle, ça ne rentre pas, je dirais, dans les grilles de financement de l'État, puisque nous sommes sur des financements en termes d'ingénierie
l'ingénierie de la pédagogie et pas sur de l'investissement. Donc, c'est de l'investissement intellectuel, je dirais, au titre de la formation délivrée au service de l'entreprise et des compétences des salariés, mais on n'est pas sur de l'achat de matériel de formation, dont un outil informatique. Mais il y a là certainement quelque chose à appréhender, enfin à regarder au regard notamment de cette situation de crise. Je vous remercie. Le temps passe très vite et effectivement, on arrive au bout de cette session de questions-réponses. Toutefois, comme on s'y était engagé, on va collecter les différentes questions. On essaiera d'y répondre pour celles qui ont une réponse assez rapidement. Je propose peut-être de laisser un mot de conclusion à chacun d'entre vous. Valérie Rabaët, peut-être ? Non, je pense, conclusion, oui, je rappelle qu'on est à votre écoute et qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter, à contacter votre conseiller. Je suis convaincue qu'on saura accompagner vos projets. On essaie aussi de mettre en place de la mutualisation, de vous mettre en contact les uns et les autres. On espère organiser des réunions où on pourra faire témoigner des organismes qui ont démarré un accompagnement pour peut-être accélérer le processus chez d'autres. Donc voilà. Merci beaucoup. Olivier Godin ? Oui, peut-être rappeler qu'on a mis en place des modalités de communication pour la gestion de la crise. On a un question-réponse qui est publié toutes les semaines. Je pense que c'est peut-être que les questions qui sont posées en live trouveront des réponses et ça vous oblige à aller les chercher justement sur le site du greffe ou sur le site de la région Bretagne, puisque la page Covid-19 est aussi thématique. Et il y a une thématique formation professionnelle. Donc ça, c'est un premier élément. N'hésitez pas aussi à contacter directement les services de la région. On privilégie le mail, mais si vous avez des contacts téléphoniques, n'hésitez pas aussi à poser vos questions directement auprès des responsables de dispositifs de formation ou bien des chargés de développement, emploi, formation sur les territoires qui sont tous au travail. Rappelez que ça nous, peut-être en termes de conclusion, mais surtout de perspective quelque part, parce qu'on voit bien qu'on a des questions très pratiques auxquelles il faut pouvoir répondre. Ça, on s'y engage d'une manière ou d'une autre. Et puis nous, je pense qu'effectivement, ça nous, en tant que collectivité, je fais le lien encore une fois avec ce que disait Pierre Berthoud tout à l'heure, en termes de responsabilité de l'acteur public que moi je représente, c'est sans doute d'accélérer le chantier de l'accompagnement des organismes de formation, parce que l'objectif de former les personnes les plus éloignées, ça nous challenge peut-être encore plus sur la manière de digitaliser l'offre de formation. Je suis très heureux de voir que dans le nuage de mots tout à l'heure apparaissait le mot accompagnement, et on y est, enfin, la région Bretagne, en tous les cas, c'est un mot qui nous oblige aussi et qui correspond tout à fait aux gammes de formation que nous, on entreprend avec les centres de formation. Donc, je dirais que tout est lié. Merci beaucoup. Annie Guyader, un dernier mot conclusif ? Dire qu'effectivement, comme je dirais Acto et le Conseil régional, nous sommes aussi à disposition des organismes de formation, que notre site contient, le site de la Directe contient de nombreuses informations, et d'ailleurs nous faisons aussi le lien avec le site du greffe, que nous sommes, comme je l'indiquais tout à l'heure, s'agissant du FNE formation, donc dans l'attente d'instructions qui devraient nous parvenir en fin de semaine, et donc nous permettre de vous apporter, organismes de formation et aussi OPCO, un certain nombre d'informations sur les modalités d'accompagnement, que ce soit du FNE formation individuelle ou du FNE formation collective, que par ailleurs je souris parce que Sophie me rappelle que me parle des bilans pédagogiques et financiers, vous rappelant donc aussi l'importance qu'il y a à nous les communiquer. Mais bon, voilà, c'était Sophie, le contrôle et le contrôle. Quoi qu'il en soit, donc on sera, nous disposerons plus sérieusement d'informations un peu plus précises, je pense d'ici à la fin de la semaine, et donc nous pourrons vous communiquer tout cela sur notre site, mais aussi en le communiquant au site du greffe, en réunissant aussi les OPCO pour pouvoir
évoquer avec eux ces questions-là, tant dans leur rôle à destination des entreprises sur le champ développement des compétences, et puis aussi dans leur rôle de porteur de projet en termes de compétences collectives, et effectivement un intérêt pour tous à travailler sur le champ de la formation des personnes éloignées de l'emploi comme des salariés, et également à intégrer la dimension digitalisation, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois, et en plus vous me permettez de faire une très belle transition puisque je vais maintenant passer la parole à Sylvie Rochard pour qu'elle présente très rapidement justement les outils mis en place par le Greffe Bretagne au service des acteurs de la formation, et vous présenter voilà la manière d'y accéder très rapidement. Sylvie, je vous laisse la parole. Merci Magali. Alors, effectivement, je vais vous emmener sur le site du Greffe Bretagne de manière à vous présenter les ressources dont nous disposons, que nous avons donc mis en place par rapport à cette situation un peu exceptionnelle. Donc, vous parlez dans un premier temps effectivement de la page Covid-19 que vous trouvez sur la une du site. Donc, en cliquant directement sur la une du site, vous avez donc une page que nous avons élaborée qui donne accès donc à toutes les informations officielles, nationales et régionales, les questions-réponses, le lien avec les ressources pédagogiques pour l'enseignement à distance et les coordonnées des interlocuteurs. Donc notamment la directe et la région. Ce dossier donc sera mis à jour régulièrement. Je voulais simplement donc effectivement donc vous montrer notamment les mesures donc de la région Bretagne. On en a parlé, donc vous retrouvez effectivement l'ensemble de ces mesures ici, et puis un lien avec excusez-moi, un lien voilà sur le question-réponse, et un lien vers le site de la région Bretagne. Voilà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je voulais également vous montrer les ressources, la sélection du ministère du Travail, donc les outils et ressources pédagogiques à distance qui permettent donc alors voilà, je l'ouvre, qui permettent donc de continuer, d'assurer la continuité pédagogique. Excusez-moi. Voilà, je le referme de manière à ce que vous voyez comment ça se déroule. Et puis ensuite, nous avons à la fin de cette page, que je vous le disais, donc les interlocuteurs institutionnels en région, les contacts de la directe, les contacts de la région Bretagne. Je voulais également vous montrer que vous pouvez retrouver toute l'information, toutes les brèves liées donc à cette période un petit peu exceptionnelle. Donc, si vous êtes sur la une du site du Greffe, vous tapez dans le moteur de recherche Covid-19. Voilà, et vous arrivez donc sur la première brève. Vous recherchez à travers le mot-clé coronavirus Covid-19 et vous allez avoir là l'ensemble des brèves qui ont été publiées en lien donc avec la problématique du Covid-19 par mes collègues documentalistes. Troisième chose que je voulais vous montrer sur le site du Greffe, il s'agit du Scoopit. Donc là, c'est plus en lien avec la digitalisation du Scoopit formation, innovation et tech que nous avons donc mis en place également. Donc là, il faut aller dans l'onglet donc la rubrique centre de ressources. Une fois que vous êtes sur la rubrique centre de ressources, vous avez nos outils de veille. Donc vous cliquez sur nos outils de veille et ensuite vous avez donc ce Scoopit. Je vous le montre en quelques secondes. Donc voilà, le Scoopit. Donc c'est bien une veille donc spécifique sur l'innovation et la transformation pédagogique. Vous avez la possibilité de sélectionner les articles par thématique. Voilà, en cliquant sur les thématiques qui se trouvent ici. Et puis pour information également, vous avez la possibilité de vous abonner à la lettre, qui est une lettre bimensuelle, donc de recevoir directement les articles dans votre boîte aux lettres. Dernière chose, si on retourne sur la une du site du Greffe, nous avons mis en place une page animation qui se trouve ici
Et voilà, simplement pour vous dire que cette page est toute neuve et vous retrouverez ici donc les éléments, le replay de notre webconférence dans quelques jours. Et puis également, donc je vous le rappelle, on s'est engagé donc à compiler les questions que vous nous avez posées et à y répondre. Donc vous retrouverez également ces éléments sur cette page animation. Magali, je vous repasse la parole pour conclure cette webconférence. Voilà. Mais je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi cette webconférence. Vous avez été près de 550 à vous connecter. C'était important pour nous, effectivement, de pouvoir répondre à votre besoin d'information. Et on est très heureux d'avoir pu vous accueillir et on continuera effectivement de répondre à vos questions, comme le disait Sylvie. François va lancer un questionnaire d'évaluation pour que vous puissiez donner votre avis sur cette webconférence. Pendant ce temps-là, donc, je vous confirme qu'il y aura bien le replay disponible sur le site du greffe de notre webconférence. J'en profite également pour remercier chaleureusement tous nos intervenants, Pierre Berthou, Sylvain Vacarès, Valérie Rabaet, Annie Guyader, Olivier Godin. Nous poursuivrons nos échanges, je l'espère, une prochaine fois en présentiel, mais on voit que le distanciel fonctionne également et on en est très heureux. Comme je vous le disais en introduction, il s'agissait de notre premier rendez-vous du pacte. On espère qu'il y en aura d'autres en distanciel, en présentiel. D'ici là, on vous tiendra informé sur le site du greffe. Restez chez vous, prenez soin de vous et puis restez informés avec nous. Très belle journée à tous et très bon après-midi.